Bien, maintenant, nous allons entamer la dernière table ronde de ce BIMWorld 2023 sur le stand du village de l'innovation. Et donc, on va parler de scan. D'ailleurs, c'est marrant de finir par le scan. On aurait pu commencer par le scan. C'est vrai, maintenant qu'on le dit. Effectivement, on a vu toutes les innovations d'impression. On a vu l'analyse de données. On a vu tout ça, tout ça, tout ça. Mais le scan, on n'en a pas encore parlé. Donc c'est l'occasion avec vous, messieurs, de parler de scan. Donc on va commencer par un petit tour de table et puis ensuite on parlera de scan. Donc Guillaume, je te laisse te présenter. Ouais, merci Arnaud. Donc Guillaume Quéré, donc ingénieur, chef de projet, on va dire responsable de recherche chez ABIM. Donc ABIM pour anciens bâtiments informatisés, modélisés, expertisés. Donc j'ai été invité donc, à cette table ronde au sujet donc, du scan. En tant que justement utilisateur, parce que donc ABIM ne fait pas enfin en interne on n'a pas équipé, on n'a pas les compétences, mais on est vraiment un utilisateur un petit peu expert justement de ces numérisations dans le cadre en fait de l'analyse du bâti ancien, du bâti patrimonial. Voilà. Oui, bonjour. Moi, j'interviens à deux titres. Premier titre, c'est en tant que secrétaire de l'association RCA 3D qui regroupe une trentaine d'acteurs français et suisses du domaine de la reality capture. Et en deuxième casquette, comme président de By the Touch, société que je dirige depuis 3 ans, dans le domaine de la fourniture de relevés de plans d'état des lieux, voilà, 2D, 3D, suite à des problèmes de scan. Et comme disait mon confrère, un nuage de points, on peut l'utiliser pour soi-même, parce qu'on va refaire de la modé, ou le fournir à d'autres qui derrière vont eux devoir modéliser, et du coup les typologies de livrables ne sont pas forcément les mêmes. Voilà, on pourra en parler. Donc bonjour, moi Émeric Moureau, président de My Digital Buildings, donc une société qu'on a fondée il y a 4 ans avec comme volonté de trouver des solutions pour les clients grands comptes, notamment pour digitaliser leur patrimoine, souvent patrimoine diffus, assez éclectique, c'est-à-dire que chez les industriels par exemple, il peut y avoir autant des unités de stockage, des usines, des bureaux, donc être capable d'avoir une solution un petit peu transverse avec un interlocuteur unique. Et je reprends les termes pour l'association RCA 3D, en fait, c'est une volonté. Je suis cofondateur de cette association, aujourd'hui plus membre du bureau, mais en tout cas, l'idée et le fondement de cette association, c'est vraiment de partager toutes les notions autour de la reality capture et de fédérer un peu ce métier nouveau. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors peut-être on peut commencer par une première question. Aujourd'hui, les enjeux du scan 3D, c'est quoi? Quelles sont les contraintes aujourd'hui que vous rencontrez dans le métier du scan sur le terrain ou dans le BIM? Alors, la première contrainte, c'est d'avoir un client en face de soi qui sait ce qu'il veut et donc qui sait quelle est la finalité en fait de l'usage de la production et des livrables qu'on va lui remettre. Ça, je pense que c'est un enjeu clé pour pouvoir le servir avec on va dire les bons livrables. Et quand on parle de livrables qui vont servir à de la modélisation, souvent ce qu'on discute avec un maître d'ouvrage, c'est est-ce que vous voulez des plans tels que conçus ou tels que construits? C'est quoi la différence? C'est que parfois vous pouvez avoir un angle de 91 degrés dans une pièce. Et qu'est-ce qu'on fait? On dessine 91 degrés ou on rectifie à 90? Et ça, suivant les utilisateurs et les usages qui vont être faits des plans derrière, et des fois il faut redresser, des fois il ne faut pas redresser. C'est aussi un des exemples de contraintes terrain. Effectivement, là, j'ai pas grand-chose à rajouter. C'est vraiment on va dire le cahier des charges en fait à l'initiation de la commande qui détermine les contraintes qui seront après à résoudre lors de l'étude, on va dire. D'un point de vue plutôt utilisateur, c'est comment dire, nous on a vraiment l'idée du nuage de points comme étant une couche additionnelle par rapport à d'autres déjà jeux de données qu'on peut trouver. Donc l'idée c'est ce qu'on essaie en tout cas de faire au mieux, c'est déjà d'avoir une idée un petit peu globale de toutes les données qui existent. Et après, une fois qu'on a déjà un jeu de données donc qui peut être des sources archivistiques, documentaires, des données en open access, open data, une fois qu'on a déjà un peu cette idée, les idées larges, on peut aller
comment dire, être plus performant dans la détermination en fait, du scan, des contraintes du scan à définir. Et quand tu demandais les contraintes de site et tout ça, en fait, les principales contraintes, c'est le temps qu'on va passer sur site à scanner. Voilà. Et suivant les types d'utilisation du nuage de points, on va passer aussi plus ou moins de temps à scanner. Un exemple, si vous voulez visiter un site avec un casque de réalité virtuelle, vous avez intérêt que votre nuage de points il soit très dense et qu'il n'y ait pas de transparence à travers les murs pour qu'on ait l'impression d'avoir une vraie immersivité. Donc peut-être que là, on va passer un peu plus de temps sur le terrain à scanner pour avoir une meilleure densité de points. Et à l'inverse, si c'est des nuages de points qui vont servir comme calque 3D pour être dessinés, eh ben, si vous avez des données approximative, le modeler derrière, il va peut-être passer 15 minutes de plus à se poser des questions sur telle menuiserie, où est-ce que je la positionne, est-ce qu'elle fait 76,4 cm, ou est-ce que je l'arrondis à 80. Si vous utilisez des technos avec une bonne fiabilité, là, vous facilitez aussi la vie du modeler. Donc, c'est toujours de se poser la question, comment, sur le terrain, je passe éventuellement un petit peu plus de temps pour faciliter la vie des gens derrière qui utiliseront les données. Et compte tenu du fait que c'est un métier nouveau, autant quand une entreprise commande la prestation d'un électricien, elle s'attend ou elle sait un peu ce qu'elle doit mettre en œuvre. Aujourd'hui, quand on intervient, on a une phase préalable à l'intervention, à l'opération, où il y a beaucoup d'explications. Par exemple, décrire le fait qu'on ait besoin d'accéder partout, donc qu'il y ait les accès, qu'on ait bien les clés, les badges, ou qu'on ait bien la personne qui puisse nous accompagner pour aller partout. C'est-à-dire qu'une cloison, si on la voit d'un côté, c'est bien aussi de la voir de l'autre, parce que quand on voudra modéliser, il faut qu'on puisse en modéliser l'épaisseur. Donc ça, l'accès, après avoir l'accès à la lumière, ça paraît trivial, mais il y a des zones, quand on demande la visite virtuelle en parallèle du nuage de points, on ne peut pas scanner dans le noir, donc il faut qu'il y ait un accès à l'électricité au moins. Donc il y a beaucoup de choses aujourd'hui dans les contraintes d'accès au site et dans les contraintes d'intervention qui ne sont pas totalement maîtrisées par nos clients. On a une phase d'accompagnement pour que tout se passe bien une fois que les opérateurs sont sur le terrain. Donc ça veut bien dire, on revient à l'introduction qui était, est-ce qu'on est sûr de ce que l'on veut, de ce que veut notre client pour ensuite mieux le conseiller et mieux l'éclairer sur comment on met en place toute la démarche de scan. Une fois que vous avez donc ce cahier des charges du client et qu'il a été accompagné, comment vous procédez? Vous allez sur le terrain, vous allez relever les points. Est-ce que ça, c'est quelque chose, tout le monde est rodé, ça roule, et puis ensuite, il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton? Expliquez-nous sur ce sujet, et est-ce qu'il y a des spécificités à avoir en tête, ou est-ce qu'il y a peut-être même des exemples concrets de, j'allais dire, de scans un peu atypiques? Moi, pour répondre, je ne sais pas comment tu vois les choses, Eric, mais tous les scans sont atypiques parce qu'aucun bâtiment se ressemble et aucun environnement se ressemble. Donc nous, on n'intervient pas dans une typologie de bâtiment ou dans un domaine d'activité particulier. Donc on a aussi bien fait un aéroport que des hôpitaux, que dans les ERP des centres commerciaux, ou derrière, dans le tertiaire, ça va d'immeubles de bureaux ou de... Voilà, c'est très variable. Et dans l'industrie, alors là, je pense qu'il y a encore une variabilité encore plus grande. Entre les domaines industriels, je pense à de la sidérurgie, et si je mets la pharmacie de l'autre côté, évidemment, on n'est pas du tout dans les mêmes domaines. En tout cas, l'accompagnement préalable pour que le jour J, l'opération se passe bien, ça c'est requis. Ensuite, comment ça se passe dans une intervention? Systématiquement, quand les opérateurs arrivent sur le terrain, il y a une visite préalable. Donc, pas forcément avant d'arriver sur site, qui pourrait être une visite pour chiffrer. On essaie de chiffrer sur des plans et sur des photos qu'on nous transmet. Mais en tout cas, arriver sur site le jour de la numérisation, il y a une visite préalable pour identifier exactement les zones qu'il faut numériser, soulever tous les problèmes de risque, c'est-à-dire qu'on demande à notre interlocuteur quels sont les risques en fonction des zones, qu'on les ait bien identifiés, même si on a un plan de prévention des risques qui a été établi au préalable, c'est toujours bon de les rappeler au moment où les opérateurs vont intervenir en autonomie. Et puis après, nous, on va faire le choix du matériel en fonction de ce qu'on observe réellement sur le terrain. Donc nous, on mixe les technologies entre scanner statique, scanner dynamique et drone. Et en fonction des contraintes, par exemple, s'il y a un toit qui est particulièrement inaccessible, on ne va pas exposer un opérateur à aller monter sur une toiture bancale et on va emmener un drone. Moi, je vais apporter deux éléments aussi complémentaires. Le premier, c'est qu'avec l'association RCA 3D, pour l'occasion du BIMWorld, on a sorti une fiche des bonnes pratiques et sur le relevé et sur la modé. Et sur le relevé, c'est aussi pour éduquer nos clients sur les bons termes, que tout le monde utilise aussi le même vocabulaire. Voilà, en donnant quelques exemples. Et sur le deuxième sujet, en anecdote, aujourd'hui on est 4,
Mais quand j'avais accueilli mon premier stagiaire, je l'avais emmené sur le terrain de son premier jour de stage. Et au bout de 3/4 d'heure, il me fait bon, en fait, c'est super facile ton métier là. Je lui ai dit ok, regarde. On a passé la matinée ensemble et l'après-midi, on a débriefé. Et là, il a compris que si on met une position de scan, bon, pour du statique, à du numérique, c'est différent. Mais si on met la position de scan ici et si on se met à 20 cm près ici, ben, en fait, on ne capte pas du tout la même chose. Et donc, en fait, c'est aussi un métier. Et bah, il faut être régulier, il faut être résilient, parce que quand on fait une journée de 10 heures, bah, il faut être aussi vigilant à la 10e heure de scan qu'à la première minute. Le matériel, il peut fluctuer aussi avec les températures et tout ça, donc il faut aussi, voilà. Et en anecdote aussi, on peut parfois scanner la nuit. Sur certains scanners statiques, on peut mettre un mode nuit. Alors là, les temps d'exposition sont phénoménaux, mais une cave voûtée en pleine nuit, on peut avoir une texture aussi. Voilà. Donc, Et puis, donc, si je peux rajouter juste, c'est vrai qu'on parle donc de bâtiments, mais le bâtiment, il est à plusieurs échelles. Donc, on parle même à l'échelle du site. Nous, il nous arrive au sein d'Abim d'avoir des sujets, même à l'échelle du parement d'une façade, donc d'avoir donc à l'échelle inframétrique, voire centimétrique. Et donc là, c'est une autre. Toujours pareil, dans cette diversification en fait, des technologies de scan, il y a aussi une intelligence dans le choix de, voilà, pour un objet qui fait la taille de ma main, est-ce que en fonction de comment dire, si on est sur un échafaudage, si on est dans un milieu contraint ou non, voilà, est-ce qu'on prend plutôt un scan fixe, un scan à lumière pulsée, lumière structurée ou autre. Enfin bon, voilà, aujourd'hui il y a vraiment de plus en plus de technologies et il faut savoir faire la part des choses. Donc nous, c'est pas du tout mon domaine d'expertise, mais effectivement, je me retourne vers mes deux collègues ici. Il y a vraiment une grande compétence, connaissance des technologies en développement. Ouais. Donc, si je comprends bien, donc il y a plusieurs étapes dans notre échange. La première, c'est d'acculturer les clients sur ce nouveau métier, parce que finalement, il reste encore en émergence. Il y a le deuxième sujet qui est la compréhension de la technicité de ses spécificités sur la capture des données et puis ensuite l'analyse. Est-ce que vous contribuez ou en quoi vous contribuez à l'analyse ou en quoi votre action de scan peut impacter l'analyse des données? L'analyse, elle a un certain nombre de prérequis. C'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'on veut analyser, il faut que la donnée soit plus ou moins complète. Je prends l'exemple d'une tuyauterie. La majorité des outils permettant de détecter automatiquement des tuyauteries et donc de les modéliser nécessite qu'il y ait au moins la moitié, voire les 2/3 de la circonférence de la tuyauterie qui puisse être couverte par des points. Donc ça, il faut qu'on le sache. Donc c'est important de savoir quel est le besoin et quel est le livrable final. C'est-à-dire que si on doit modéliser des réseaux et notamment des réseaux fins, on va peut-être pas utiliser les mêmes scanners en entrée et tout du moins on va gérer cette densité de points et gérer les différents points de vue qu'Eric avançait pour avoir une complétion la plus grande possible des zones sur lesquelles on aura une modélisation fine. Donc pour en revenir à la question, ce qui est important, c'est d'avoir en tête l'usage qui va en être fait de ce qu'on va livrer nous en tant que producteurs de données. Et en fonction de cet usage, nous, on va s'adapter pour lui donner un caractère plus ou moins dense, plus ou moins précis, et en fonction du besoin. En fait. Et sur le caractère précis, ça c'est un sujet aussi super important parce que si la zone à scanner c'est 500 mètres carrés, ça va pas être pareil que si c'est 10 000 mètres carrés, hein, Émeric. Et un simple exemple, quand derrière vous allez utiliser le nuage de points pour redessiner par-dessus, un grand site, si vous commencez à avoir des phénomènes de double pot, c'est-à-dire une paroi qui a été scannée par plusieurs scans différents, statiques ou dynamiques, derrière le modeleur, quel trait il va prendre pour redessiner le mur ? Le trait là ou le trait là. Donc nous, on a un gros travail effectivement de vérification de nos données sur le nuage de points, donc du coup de le trancher dans tous les sens avant de le mettre à disposition d'un modeleur. Pour vérifier que, justement qu'il est de bonne qualité. Et c'est pas parce que les rapports d'algorithmie vont vous dire oui, votre modèle il est précis à 8 mm ou 1 cm qu'il n'y a pas des zones où il peut y avoir des problèmes. Donc il faut quand même faire du contrôle qualité. Et pour rebondir dessus, on pourrait dire qui peut le plus, peut le moins. Donc scannons tout avec le maximum de densité, etc. Sauf qu'on va y passer plus de temps, les données seront plus lourdes à traiter et au final, on n'aura pas forcément répondu au problème parce que si on a besoin d'une précision centimétrique ou de 2-3 cm, comme c'est le cas pour beaucoup des usages,
On peut toujours faire du millimètre ou du demi-centimètre, ça c'est possible. Mais par contre, quels sont les moyens qu'on va devoir déployer pour le faire? Donc il faut aussi qu'on réponde au cahier des charges, pas juste sur le plan technique, mais aussi sur le plan budget. Et l'autre implication que ça a aussi, c'est sur le temps passé sur site, et notamment en milieu industriel. Plus on passe de temps, plus on perturbe le fonctionnement du site industriel, et plus ça a un impact sur le fonctionnement de l'entreprise. Donc on essaie de trouver le bon ratio entre le besoin du client et intervenir relativement vite pour limiter l'impact. On mesure bien ici le côté à la fois complexité technologique, mais aussi complexité métier. C'est pas que simplement savoir utiliser un instrument, c'est aussi comment l'utiliser. Pardon? Oui, effectivement, là-dessus, vous prenez par exemple un géomètre topographe qui est excellent sur la topographie et l'extérieur. Bon, lui, il sait ce que c'est qu'un arbre, une végétation, un rebord de trottoir, etc. Vous le mettez en milieu industriel, il est perdu. Je veux dire, des réseaux de pipe, etc., il n'en a jamais vu de sa vie. Où est-ce qu'il va positionner son matériel pour que derrière, la donnée soit exploitable? Donc, on voit bien que suivant les typologies métiers des environnements à scanner, il faut avoir quand même une certaine affinité technique avec l'environnement. Sinon, on fait n'importe quoi. Oui, si on revient justement à l'analyse de ces données, donc tous ces nuages de points, tous ces relevés 3D, ils apportent donc vraiment des données de qualité, surtout quand on a des partenaires qui ont cette intelligence métier. Mais il faut toujours mettre en regard justement ces données avec d'autres jeux qui sont disponibles ailleurs, enfin qui existent déjà bien souvent, et qui en fait apportent vraiment la valeur ajoutée que peut avoir un nuage de points. Un nuage de points seul, c'est rarement la fin, la finalité. Donc même une mesure de déformation, c'est à mettre en regard avec la composition du plancher, avec l'état, enfin la temporalité de construction, etc., etc. Donc c'est l'appareil de mesure exactement. Ouais. Entendu. Merci beaucoup pour vos présentations. Peut-être avant de terminer, puisque nous avons ensuite la remise des prix du concours de l'innovation, et donc nous avons beaucoup de monde qui est impatient de savoir les résultats. Quel conseil vous donneriez à un client qui doit, je ne sais pas moi, scanner un grand bâtiment? C'est quoi le conseil qu'il doit avoir en tête quand il vous appelle? Je reviens sur ce qu'Eric disait, c'est prendre la fiche de RCA 3D où tout est décrit étape par étape et quelles sont les bonnes questions qu'il faut se poser en amont et quelles sont les bonnes questions qu'il faut poser au prestataire. Je pense que la clé est résumée là-dedans. Je pense que... Très bien résumé. Et donc, alors, cette fiche, elle est lisible en tant qu'utilisateur? Alors, moi, j'aimerais bien qu'on me la transmette, du coup, cette fiche, effectivement. Mais de manière générale, oui, c'est la connaissance du bâti. Donc, plus on connaîtra son bâtiment, plus on aura les clés de lecture pour passer des commandes pertinentes et intelligentes. Puis on en revient à ce qu'on disait au départ. Derrière, c'est pour faire quoi? Un support de communication, refaire des plans pour calculer des surfaces, refaire des plans parce qu'il va y avoir des travaux de réaménagement. Donc, avant tout, il faut écouter le client, savoir quelle utilité il va avoir par rapport au relevé. Alors, merci pour cette transition, parce que c'est la conclusion qui me venait effectivement à vous écouter. Finalement, l'enjeu, c'est le dialogue. Écouter les besoins de son client et aussi échanger de l'information, savoir le conseiller. Ce qui fait que finalement, et là c'est vraiment le lien avec SBLM, cette notion de chaîne de valeur sur toute la vie du bâtiment, c'est faire en sorte en fait que l'information passe et on est bien sur le cœur de la donnée qui est finalement l'élément de la clé de toute l'histoire et qui fait qu'on est tous autour sur ce village de l'innovation parce qu'on est tous motivés par cette donnée qui est essentielle et vitale. Mais en tout cas, je vous remercie messieurs pour cet échange autour du scan. Effectivement, la première étape est finalement qui clôt nos tables rondes de ces 2 jours de BIM World.